Eh bien, bienvenue, bonjour. Je suis plus qu'heureuse, plus que ravie d'accueillir Michel Taranto qui nous fait le bonheur et le plaisir d'être passé un petit moment avec nous et je me tenais vraiment à cœur que vous puissiez rencontrer cette grande dame, autant dans le mouvement que dans la thérapie et puis qui fait un travail admirable pour faciliter notre compréhension du vivant en mouvement et notamment à travers le prisme, on va dire, des fascias et de la biotenségrité. Et bonjour Michel. Bonjour Célina, Je suis moi ravie. aussi je suis ravie. Merci beaucoup d'être avec Merci. nous. Je vais vous épingler et on va déjà commencer par… en fait, ce que j'aime dans votre livre, vous avez écrit un livre et vous êtes en train d'en sortir un deuxième. C'est donc ce livre-là qui s'appelle Construire son corps avec l'ostéo-éveil et la biotenségrité. Eh bien, j'imagine que c'est le fruit de moultes années d'expérimentation, de recherche de tous bords, on va dire, et dans toutes les dimensions pour pouvoir mettre cet ouvrage exceptionnel qui est extrêmement riche et vous nous dites que nous sommes à l'aube, en fait, d'une nouvelle manière de nous représenter le corps humain et de nous adresser à lui, et notamment le concept de la biotenségrité soutient cela. Ah ben oui, tout à fait. Enfin, pour moi, disons qu'effectivement, c'était moultes années parce que bon, ça vient en fait, de ma curiosité du vivant qui n'a pas cessé depuis que voilà, je fais du mouvement. Adolescente, comme plutôt dans l'eau, comme faisant des compétitions de natation, des choses comme ça, où j'étais vraiment intéressée par la beauté du geste pour son efficacité. Parce qu'entre le mouvement et le geste, il y a une petite différence quelque part d'un seul coup pour rejoindre l'état du geste accompli. Il faut aussi qu'il y ait du spirit et qu'il y ait de l'harmonie, un équilibre. Et ça m'a toujours préoccupée. Donc, ça a commencé là. Puis, les études de médecine ont mis un couvercle un peu sur mes besoins de mouvement. Et j'ai repris, après les études de médecine, un cours de danse, 2 cours de danse, 3, 4 par semaine. Je suis arrivée à danser tous les jours, enfin. Mais c'était tard et souvent, de difficultés ou de souffrances naissent des recherches finalement. Je l'ai observé chez des grands, des gens comme Mathias Alexander, qui avait des problèmes vocaux. Buckminster Fuller, des célébrités avaient un problème de vue. Et en fait, c'est un visionnaire de l'espace et du vivant. Et quelque part, je pense que de certaines difficultés ou souffrances, on pousse les recherches. Et moi, mon parcours dans la danse après la médecine a été très joyeux, mais aussi douloureux, parce que je suis rentrée du fait de ma passion et de mon accroche. J'étais repérée par la directrice d'une compagnie afro-américaine. Je suis rentrée dans cette compagnie. Donc, en parallèle avec la médecine, j'étais dans une compagnie de danse et voilà, j'ai souffert du dos. La directrice de la compagnie, qui était une femme extraordinaire, qui est une femme extraordinaire, Christiane de Rougemont, m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe. Je ne savais même pas ce que c'était que l'ostéopathie. Et en une séance, il a soulagé ces douleurs terribles que je ressentais. Je me dis, je veux faire ces études, où je peux apprendre ça. Donc là, a commencé un autre parcours vers l'ostéopathie.
la découverte pour moi, l'évidence du continuum des fascias est venue d'emblée avec le message de style, car j'avais des très bons professeurs, en particulier Alain Becerra, qui m'a enseigné la philosophie de l'ostéopathie à Bobigny. Il y a eu un cursus qui s'est ouvert pour les médecins sur 3 ans. Et donc, on a eu des professeurs extraordinaires et le message de style était très, très fort, nous ramenant constamment au toucher du fascia, nous demandant d'accompagner le fascia pour voir à quel endroit il y avait des fixations, à quel endroit il y avait des blocages, des pertes de mobilité. Et de libérer le fascia et laisser la nature faire le reste. Hein. C'était ça son message. Donc, un message relançant l'homéostasie. Et moi, en fait, pour moi, il y a le déclic de la prévention là-dedans, c'est-à-dire, oui, effectivement, le corps, il a ses systèmes d'auto-guérison et on est juste là pour les relancer. Et quand, lorsque je cite encore hein, dans votre livre qui est voilà, construire son corps avec l'ostéo-éveil et la biotenségrité, c'est vous dites que effectivement ce concept de la biotenségrité, il commence à se faire connaître et à se faire reconnaître dans les milieux scientifiques, architecturaux et biologiques. Et mais ça depuis plusieurs années, enfin depuis de nombreuses années, mais ça prend vraiment, comme vous dites, et je vous cite, un doux essor en direction des pratiques thérapeutiques, en fait, que ce soit effectivement l'ostéopathie ou la fasciathérapie, mais ça infiltre, ça commence à infiltrer en fait toutes les thérapies par le mouvement, toutes les thérapies, comme vous dites, préventives et interoceptives, introspectives, Oui, comme le yoga peut l'être, comme le pilates oui. peut l'être également. Hein. Absolument, oui. Disons que moi, c'était la grande cerise sur le gâteau, comme on dit, la rencontre avec la biotenségrité, parce que du fait que je suis danseuse, ostéopathe, et que bon, dans mon corps, j'ai d'emblée perçu le rebond parce que j'étais dans une compagnie afro-américaine, donc le rebond dans tout ce qui est danse africaine, c'est fondamental, c'est la relance de la vitalité, c'est voilà, le pied décolle du sol régulièrement, on est propulsé avec les rythmes des tambours, il y a toutes ces vibrations qui génèrent vraiment le dynamisme du mouvement jusqu'à aller à des trans éventuellement. Et donc, ce sont des choses que j'ai connues et j'étais donc constamment dans un hiatus au niveau de la compréhension de ce qu'on m'enseignait, de la biomécanique avec les bras de levier, des conceptions segmentaires du corps et puis moi ce que je ressentais avec ces spirales internes, c'est ce lien qui n'était pas compressif uniquement au niveau du rachis. Pour moi, le rachis, ce n'est pas un système en empilement. Je ne l'ai jamais conçu comme ça. J'ai toujours senti mon rachis rebondir. Et donc, la biotenségrité est arrivée dans ma vie en 2011 grâce à l'école d'ostéopathie de Maidstone qui invitait Steve Levin qui était là-bas en Angleterre pour donner un cursus par ailleurs à la British School. Donc, ils avaient saisi son passage à la British School et moi, je me suis retrouvée à être à l'European School, à le rejoindre là, mais il a été programmé très tard et donc il n'avait que 7 participants alors qu'il aurait dû en avoir énormément. Enfin, énormément d'amis ont regretté de ne pas le savoir. Et peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que le docteur Stephen Levin, pour ceux qui ne le situent pas encore, est un chirurgien orthopédique qui qui depuis 40 ans a dédié sa vie en fait à démontrer
que le corps était un modèle de biotenségrité en se basant sur le travail justement de l'architecte Buckminster Fuller et qui fait un travail admirable. Stephen Levin est un homme d'une générosité exceptionnelle. Il offre un modèle totalement révolutionnaire en fait pour essayer de saisir ce mystère du corps humain. Oui, merci d'avoir interrompu ce que je disais parce que je voulais le dire ultérieurement, mais vous l'avez dit au bon moment. Steve Levin était depuis toujours en recherche, enfin, avec ses perceptions internes, parce il disait qu'il aurait rêvé d'être danseur. Je pense que c'est quelqu'un qui était très, très proche de l'état de danse que nous avons intérieurement quand nous sommes disponibles. Et donc, cet état, il l'a toujours à plus de 80 ans. Et je pense que c'est ça aussi, cet état interne. Et c'est toutes ces, comment dire, difficulté à absorber la théorie telle qu'on nous la plaque depuis des siècles sur l'empilement des éléments en compression, la segmentation des articulations, tout ça pour lui n'avait aucun sens et il commençait à questionner les squelettes des dinosaures, il s'adressait à ces gigantesques architectures en se demandant comment une queue de dinosaure faite de 100 pièces peut rester soulevée au-dessus du sol. Il est allé maintes fois au Smithsonian Museum de Washington questionner et on lui a répondu qu'il n'y avait aucune trace de dinosaure sur le sol, ce qui signifie que ces queues étaient en suspension. Et là, il s'est dit qu'il y a vraiment un système qui permet de maintenir tous ces éléments ensemble en suspension. Et puis, il avait la chance, habitant Washington, de faire aussi des promenades vers les musées et musées d'art moderne de Isham Museum, où il a vu la fameuse tour de tenségrité de Kenneth Nelson. Et là, il s'est allongé dessous, puisqu'à cette époque, on pouvait s'approcher des œuvres d'art. Et il l'a regardé spiraler. Bon, là, on peut considérer, si vous voulez, là je la montre, c'est pas une tour de tenségrité de Snelson, mais c'est une tour de Graham Scar que je montre là. Et vous pouvez voir donc que cette tour se déploie, si vous voulez, en spiralant. Et puis les spirales, quand on se met dessous, eh bien, on les voit s'ouvrir et se fermer, c'est-à-dire qu'il y a des états d'expansion et de rétraction qui s'opèrent. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez suffisamment. Très bien. Et puis forcément, quand on voit un modèle de tenségrité comme ça, le parallèle avec la colonne vertébrale, il est évident en fait. Ah, c'est ce il a commencé par ça. Et pour lui, ça a été son modèle du rachis en premier. Et puis ensuite, ça s'est étendu à tous les éléments du corps parce que en opérant des articulations, par exemple, il essayait de rapprocher les pièces osseuses l'une de l'autre. Il s'apercevait qu'il y avait toujours un espace. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments osseux de l'articulation ne se touchent jamais, bon, en situation physiologique. Et même si on essaye de les rapprocher, on n'arrive pas à les faire se toucher. Et donc, il y a un dynamisme interne, il y a un pneumatisme aux articulations qui est extraordinaire et cette pneumaticité, personne ne nous en avait jamais parlé. Lui, il l'a vérifié physiquement. À l'occasion d'une arthroscopie du genou qu'il a eu à se faire
Il a demandé aussi à l'anesthésiste de pousser sur son fémur et tibia l'un vers l'autre. Et il y avait toujours un espace entre les pièces osseuses. Et donc, il a prouvé quelque part que effectivement, ce qu'il propose, qui est donc l'adaptation de l'architecture, de la tenségrité au corps humain, ça fonctionne très bien parce que les os sont les éléments discontinus, donc les éléments séparés les uns des autres, qui sont reliés entre eux par un continuum d'éléments tendus qui sont les fascias souples, c'est-à-dire les muscles et les ligaments. Et donc, on est dans un système refermé sur lui-même qui a un énorme dynamisme et une magnifique pneumaticité. Et l'icosaèdre est un des modèles les plus proches de la biologie de la cellule. Donc, l'icosaèdre de tenségrité est vraiment intéressant à travailler, à percevoir, à manipuler. Et donc, je sais que vous avez des projets là-dessus aussi. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on a les étudiants du cursus de Biointegrity Yoga auront justement à construire chacun un modèle de tenségrité pour pouvoir, parce que en fait, c'est une chose de le voir, mais c'est une autre chose de le toucher et de rentrer en contact avec et pour pouvoir informer de manière kinesthésique le cerveau et une compréhension en fait de ce mouvement justement, de ce rapport tenso-compressionnel finalement de notre corps humain, quoi. Absolument, ouais. Moi, je pense que les modèles continuent de m'apprendre, je continue de les questionner. Et toutes les personnes qui participent au groupe de biotenségrité de manière régulière sont des gens qui incorporent le modèle régulièrement et le questionnent constamment. Et je pense qu'on lui doit beaucoup, ce modèle qui a des comportements très proches du vivant. En particulier, il a un dynamisme, un comportement élastique similaire au vivant, ce qui est quand même très rare. On n'a aucun autre modèle qui a un comportement élastique. Et ça, je l'expliquerai très bien dans mon enseignement, parce que j'y tiens beaucoup à faire comprendre ce que c'est que ce comportement élastique. Je montrerai des courbes, l'élasticité, C'est vrai etc. que c'est un questionnement qu'on a tous hein, en tant qu'enseignants du mouvement. C'est justement cette souplesse, cette espèce d'Eldorado à trouver, cette souplesse du corps. Et je crois que là, on se trompe prodigieusement en pensant que nos tissus, qu'il faut assouplir cela, alors qu'en allant chercher de la souplesse, eh bien, ce n'est pas forcément de la mobilité qu'on ramène dans le corps, c'est souvent une confusion aussi dans les deux, et que la propriété de la souplesse et de l'élasticité, c'est autre chose que d'avoir un tissu souple aussi. On a beaucoup de quiproquos et de confusion, en fait, et dans le yoga, c'est vrai qu'on va vouloir tirer énormément de manière longitudinale pour assouplir les tissus. Or, il me semble on tombe dans ce piège d'avoir une vision beaucoup trop locale et segmentée finalement du corps, alors que comme vous dites très bien, cette élasticité, elle se trouve dans la globalité. Oui, elle est dans la globalité. Et moi, ce que je proposerais aussi, enfin, j'espère qu'on aura le temps d'explorer, comme on se verra 2 journées, je pense qu'on aura le temps. Qu'il faut absolument voilà, qu'on s'organise pour mettre aussi les pratiques perceptives à l'intérieur de ma conférence. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire des breaks pour injecter des pratiques perceptives, parce que le corps se transforme en percevant, c'est pas seulement en comprenant. Et donc, voilà, on aura au fil de la matinée du PowerPoint que je vais donc
faire défiler des moments où on prendra un temps d'arrêt pour percevoir les choses et en particulier ce dont vous parlez, c'est-à-dire moi ce qui m'importe c'est d'entrer en relation avec notre architecture biotenségrale pour la questionner sur ses propres forces internes et savoir ce que le corps veut bien déployer et jusqu'où il peut le faire de manière non dangereuse et confortable. Et c'est à ce prix justement que ce qu'on considère effectivement comme voilà, un Éden du yoga, la souplesse, va s'optimiser. Il ne faut pas que ça devienne un but en soi. Moi, je dis qu'il faut commencer par évaluer, s'auto-évaluer, connaître ses forces internes, aller à leur découverte. C'est un cadeau de la tenségrité. Et comment, effectivement, vous voyez, parce que ce concept de la biotenségrité, il est complexe. On Oui. peut, voilà, comme ça commence à devenir un mot très à la mode, eh bien, ça demande une investigation, on va dire, un corps à corps, en fait, un corps à cœur même, avec sa propre biotenségrité. Et parce que finalement, peut-être que ce qui prend beaucoup de temps à changer, c'est notre perception de nous-mêmes. Parce qu'on a tellement de croyances, on a tellement de projections, on a appris des choses, on a reçu des éducations pour essayer de comprendre ce corps. Et ce que je peux voir, c'est souvent, ça prend du temps to change your mind about your body, de changer d'avis Oui, sur ton corps, en fait. oui, mais moi je dis, ce qui est important, c'est justement comme vous proposez de percevoir sur les modèles, puisque les personnes qui prendront le cursus auront déjà construit les modèles. Et moi aussi, je ferai faire donc des pratiques perceptives sur ces modèles et aussi sur d'autres éléments très simples que je vais proposer. Je pense qu'il y a des personnes, ça fait longtemps que leur corps attend d'avoir une nouvelle information sur le tension-compressionnel, sur le vibratoire. Et quand elles l'auront perçu, elles ne vont plus l'oublier. Et c'est aussi nos perceptions qui transforment notre corps. Et donc, ce corps changeant, se transformant de manière confortable, parce que pour moi, la notion de confort est très importante. Bon, elle est pas forcément dans toutes les disciplines. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ce terme en yoga, en qigong, je ne l'entends pas beaucoup. Pour moi, c'est, comment dire, la base de la durabilité du corps et de son... Enfin, d'une belle vie pour le corps, il faut qu'il soit confortable. Et c'est voilà. Et, effectivement, une des définitions en sanskrit de l'asana, en tout cas, c'est une posture ferme et confortable. Et c'est vrai qu'on oublie ces qualificatifs du confort. Et il me semble qu'on va pousser le corps dans ses extrêmes sur l'autel de l'asana, justement, et que le corps eh bien, est réduit à des volumes en 2D, alors qu'on cherche finalement un chemin pour se rendre à sa multidimensionnalité sur le Oui, temps et pouvoir se relier profondément à notre être-té. En tout cas, c'est le chemin oui, auquel nous invite le yoga. En tout bien cas. sûr. Ouais. Et puis de saisir qu'est-ce que c'est que l'impermanence et de trouver un confort, comme vous dites, Mm, dans cette impermanence. Est-ce que je peux traverser ma vie avec je le dis souvent, un îlot de tranquillité alors mm. que tout bouge autour de moi? Ça veut dire qu'il faut que je remette en question mon concept même de la stabilité. Oui, Et que c'est OK, et, en fait. c'est ce qui va se produire avec la découverte
pour les participants et participantes de ce cursus de l'architecture de biotenségrité, parce que en fait, le corps se reconfigure constamment et cherche à se restabiliser, mais c'est un permanent travail de reconfiguration de l'architecture. Et ça, c'est très intéressant à vivre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut percevoir chez soi. Et, et donc, il n'y a rien d'immobile dans le corps, il n'y a jamais rien de figé. La posture, ce n'est pas statique, c'est du mouvement interne. Tout est effectivement omnidirectionnel, en train de s'expandre et se rétracter, et suit des lignes courbes, des spirales. Et les quelques images que vous m'avez adressées des constellations que vous mettez en place sont très, très belles et intéressantes, parce que on est dans quelque chose qui suit en fait l'hélice du collagène. Vous partez à la limite de l'enroulement hélicoïdal, de choses microscopiques qui sont très importantes. Le collagène, c'est vraiment la protéine du corps la plus importante. Elle est déployée à toutes ces échelles de manière spiralée. Et vos constellations sont dans ce registre. Et je pense que ça va faire du bien au corps des personnes qui pratiquent le yoga avec vous, de découvrir ces nouveaux schémas de déploiement qui en même temps s'appuient sur le sol, parce que vous utilisez Body Mind Centering, qui est aussi quelque chose qui va chercher dans les appuis, et ça... Pour reconfigurer le corps, il n'y a rien de tel que de presser dans le sol, de chercher les appuis. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait certains mouvements rythmiques, et le rythme dans le mouvement sollicite l'optimisation du dynamisme élastique. La rythmicité, c'est une des clés pour optimiser son adaptabilité élastique. Et c'est vrai que, alors, on vient toutes les deux de la danse, hein, on connaît l'importance de la dynamique, l'importance du rythme, de travailler avec différents tempos, parce que le corps va réagir différemment. Et pour moi, il me tenait extrêmement à cœur d'amener cette information dans la pratique du yoga, parce qu'on est sur un rythme qui est soit très rapide, soit très lent, soit statique, etc. Mais ce jeu d'aller-retour, ce jeu justement de rebond, on peut complètement le réintégrer, parce que c'est une expression du corps, en fait. Oui, c'est une expression du corps, comme vous dites. Et ce que j'ai vu que vous en faites est pour moi un prolongement de la matière interne, qui me paraît naturel et pas contraignant, et vraiment fascinant à accompagner, quoi, par l'intérieur. C'est quelque chose à vivre par l'intérieur, ce que vous proposez. En tout cas, merci. Je prends ça au cœur et au ventre aussi, parce que oser sortir des asanas, oui, ça peut être heureux. Oui. Mais c'est aussi très daring, c'est très voilà, il faut avoir du toupet. Et Oui. mais il me fallait, moi, après 20 ans de pratique de yoga, pouvoir déconstruire mon rapport aux asanas qui ne nourrissent pas mon corps, qui ne nourrissent pas mes articulations, parce qu'elles sont vues de manière soit statique, soit très linéaire. Et il m'a fallu trouver un moyen, en fait, de pouvoir interagir avec mon processus vivant créatif sensoriel de manière ludique, mais surtout pouvoir soutenir, en fait, sa capacité impermanente de changer de forme, parce que c'est une de ses propriétés émergentes. Et ça me permet de mieux comprendre mon yoga aussi, ça permet de mieux comprendre tous les enseignements et les textes sacrés qui nous parlent d'impermanence.
qui nous parle de transformation. Et si j'arrive, en tout cas en tant que danseuse et donc en passant beaucoup par le kinesthésique, le fait de le saisir dans ma matière informe mon cerveau. C'est vraiment ces informations qui viennent de bottom to top, des informations justement qui émergent de ma matrice cellulaire et tissulaire pour que, bien pour que je me rende à l'évidence en fait que nous ne sommes pas des segments, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas régis par des lois biomécaniques, nous sommes dynamiques et nous interagissons avec notre environnement en permanence et dans ce dialogue justement avec la vie, quoi. Et de vous avoir à bord, mais quelle chance! Quelle Écoutez, chance! c'était un beau voyage qu'on démarre ensemble et moi je suis heureuse. Bon, j'ai bien réfléchi avant de m'engager parce que je suis toujours très occupée. Je voulais être sûre d'être aussi à la hauteur de la proposition d'une journée comme ça en continu, à reconduire une deuxième fois dans l'année, 2 journées. Et puis, vraiment, je trouve qu'il y a l'histoire d'une rencontre avec une personne qui est vous et une démarche qui m'inspire, qui est la vôtre, parce qu'elle résonne avec la mienne, mais d'une autre manière, puisque vous, il s'agit du yoga. Moi, il s'agit le plus souvent de transmettre à des danseurs, des ostéopathes, voilà, cette nouvelle manière de concevoir le corps. Et je trouve que c'est une belle aventure. On est embarqués ensemble dedans. Et voilà. Et c'est vrai que les acteurs français et francophones de la biotenségrité sont assez silencieux hein, par rapport aux acteurs anglophones et internationaux. C'est vrai que votre travail est d'une profondeur et d'une richesse intense et il me semble extrêmement important aujourd'hui que les gens prennent conscience qu'on a une grande, grande dame en France qui œuvre pour notre compréhension à nous, thérapeute du mouvement ou enseignant du mouvement, parce que on a besoin effectivement de nouveaux modèles. Et parce que c'est pas facile, la biotenségrité. Hein. Il y a beaucoup d'écueils là-dedans parce qu'on fait des raccourcis. Non, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme erreur sur le chemin de cet apprentissage-là, vous? Ben, moi, disons que bon, c'est vrai que j'en ai souffert à plusieurs reprises quand je traversais des salles de danse, dans des lieux académiques, que je voyais ce mot accroché au tableau, et puis que je questionnais ensuite les danseurs. Ils me disaient: «Ah bah oui, c'est la tension dans le corps», mais on avait juste oublié que c'était la tension compression et que bon, sans la compression et sans mettre en place ces deux forces synergiques une bonne fois clairement et avec tout le temps qu'il faut pour les sentir dans leur simultanéité, ben, on n'a pas avancé d'un pouce. Et donc, effectivement, le mot est trompeur, le mot tenségrité, il n'y a que la tension dedans. Alors, déjà, Buckminster Fuller, c'est voilà, poser un mot qui portait à confusion, parce que les gens ne retiennent que la tension. Ce qui fait que, bon, beaucoup de modèles qui ne sont pas strictement en sécurité, comme les ponts suspendus, les tentes avec les piquets, ce ne sont pas des constructions au sens strict en tenségrité. L'architecture en tenségrité, elle est totalement autonome, elle est refermée sur elle-même et elle a son propre dynamisme, voilà, comme ce Ticozet. Tout est bien rond et pneumatique. Et donc, voilà, ça, je peux le poser, il peut rebondir, il a son autonomie. Là,
il n'a pas besoin des forces externes pour exister, il n'a pas besoin des forces gravitationnelles, il existe en soi, donc du fait de ses forces internes. Bien sûr qu'après, il est traversé par les forces gravitationnelles, qu'il est modifié par elles, par les contacts, les pressions que va mettre le thérapeute sur cette structure. Mais elle a déjà son autonomie, cette structure. Et donc, bon, ça commence déjà à se compliquer. Là, d'un seul coup, on se dit, mince, alors les forces gravitationnelles qui étaient si importantes, alors voilà, que je pensais qu'elles rendaient tout essentiel, parce que moi, en fait, je suis devenue, depuis maintenant un bon moment, 40 ans, une praticienne danseuse de la danse contact improvisation. Dans la danse contact improvisation, on donne la priorité à la perception des forces gravitationnelles et à se laisser traverser par elles. Et donc, ça m'a amené aussi un changement de focus complet, d'aller chercher mes forces internes, celles-ci, celles qui réagissent et qui se font traverser par pression atmosphérique, les forces gravitationnelles. Donc, effectivement, bon, dans les enseignements, bien souvent, tout ça est passé vite à la trappe et pour moi, c'est une vraie science. La biotenségrité, je pense que ça va être progressivement enseigné comme une matière supplémentaire. Enfin, je pense, peut-être pas de cette génération, mais il faut toujours du temps, mais aux danseurs, ça deviendra probablement un jour une matière supplémentaire qu'ils auront à entendre, mais distillée sur toute l'année, des cours, voilà, qui... Donc, en fait, on peut vraiment dire qu'on vit un moment passionnant, en tout cas, un virage passionnant, Oui, notre compréhension de notre propre corps en mouvement et oui, de l'enseignement également du mouvement, quoi. On doit oui. reconfigurer notre Mm. compréhension, reconfigurer notre transmission, voir quelles sont peut-être les choses qui étaient enseignées et qui sont caduques, parce que c'est OK, Mm. en fait, c'est comme ça qu'on évolue, Mm, et, oui. et de changer de paradigme, de faire ce shift-là, ce changement de Mm. paradigme, eh bien ça, c'est un moment qui est... en fait, on vit un moment assez magique, je trouve, aujourd'hui, à notre époque, où on a effectivement cette opportunité de pouvoir sauter dans ce train-là, de se dire, OK, bien, pour pouvoir évoluer, il me faut mettre pendant un petit moment de côté mes croyances pour pouvoir faire ce changement-là. Et comme Suzanne Lowell de Solarzano peut le faire, comme Oui. différentes personnes. Et là, c'est vrai qu'avec vous, en langue francophone, c'est une grande, grande, grande chance. Merci infiniment, Michel. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose à toutes les personnes qui vont écouter en replay ou qui sont avec nous là maintenant? Écoutez, moi, je suis remplie par ces moments. C'était pneumatique, c'était respectueux de mes états tenso-compressionnels d'aujourd'hui et aussi de l'environnement autour. J'ai aussi communiqué avec des visages ouverts. Je sens accrocher là, des personnes qui entendent. Après, chacun va faire son chemin avec ça et voir où, bon, quelque part, ça lui parle et ça résonne. C'est sûr que ça fait partie d'une recherche personnelle et que tout le monde n'est pas dans ces configurations. Mais ça répond aussi à des insatisfactions et c'est intéressant de se dire oui, c'est vrai que je ne suis pas très satisfaite de mes pratiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait les optimiser, qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux et en adéquation avec elles. Parce que bon, c'est un modèle en fait qui s'adapte à
énormément de choses et pas seulement aux pratiques du corps. Je pense que ça va aller vers la sociologie. Il y a des gens qui commencent à s'approprier vers d'autres disciplines à juste titre parce que ce n'est pas hiérarchique, il y a pas, on n'est pas dans des structures en empilement. On est, voilà, tout est distribué, tout retentit sur tout. Et c'est une nouvelle conception aussi de la relation des êtres entre eux. Donc, c'est très écologique, en fait, le modèle d'intégrité. C'est en ça que aussi il me plaît beaucoup parce qu'il concerne voilà, beaucoup de disciplines et beaucoup de personnes. Et c'est vrai que lorsque on comprend cela dans son propre corps, la biotenségrité, ça change finalement notre rapport au monde, notre présence au monde, la place que l'on peut prendre. Ça donne une élasticité aussi dans le rapport humain. Et Mm. finalement, ce n'est pas simplement des mouvements qui vont changer, mais comme vous dites, ça devient une biotenségrité sociale, émotionnelle. On ramène de la résilience, de la reliance. Finalement, c'est plein d'aspects différents de notre vie qu'on remet en question et qu'on peut effectivement, où on peut effectivement, comme vous dites, amener un peu plus d'écologie intérieure et Oui. dans nos expressions. Merci beaucoup, Michel. Merci Merci beaucoup, de Célina. À bientôt. tout Et bientôt. merci à toutes et tous d'être là.